Il qualifie l'industrie pharmaceutique mondiale de criminelle, estime que le lait concentré est mauvais pour l'organisme humain et pire encore, que le beignet haricot bouilli est très mauvais pour la santé. En somme, Paulin Zobbe s'oppose à l'ordre mondial établi en matière de santé publique et d'alimentation. Il faut, selon lui, faire confiance à une médecine plus naturelle et adopter une nouvelle manière de s'alimenter pour vivre le plus longtemps possible. Est-ce possible et comment dans un environnement de dépendance alimentaire, médicamenteuse et pharmaceutique? Mesdames, Messieurs, bienvenue à Sans Tabou sur Naya TV. Installez-vous confortablement. Docteur Paulin Zobbe, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sans Tabou. Je vous en prie. Merci de répondre à notre invitation et merci aussi de nous recevoir chez vous, au siège de votre entreprise. Vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes thérapeute, microbiologiste, biologiste, opticien, qualiticien, botaniste, écologiste. Tout ça pour vous seul à 44 ans. Vous avez une formation à l'université de Yaoundé 1. Vous vous êtes également formé en Finlande où vous avez passé plus de 7 années à étudier les plantes naturelles et médicinales. Merci d'être avec nous. Et première question, vous qualifiez l'industrie pharmaceutique de criminelle. Pourquoi? Ce n'est pas moi qui le dis. Les ouvrages le disent. D'ailleurs, il y a une étude qui a été publiée en 2025, dont l'auteur c'est Laurent Micheli, c'est disponible sur Internet, qui qualifie l'industrie du médicament de délinquant. C'est-à-dire, il publie un ouvrage intitulé « La délinquance des industriels du médicament et les conséquences sur la santé publique ». Ce sont des faits avérés et se basent sur tous les procès que ces industriels-là ont subi ou dont ils ont été victimes et pour lesquels ils ont payé de l'argent mais n'ont jamais été inquiétés, n'ont jamais été en prison. Et c'est ça qui constitue pour moi de la vraie criminalité. Ça, c'est son avis et vous, votre avis, c'est lequel? Ce sont des criminels. Si vous tuez une personne, si moi je tue une personne aujourd'hui, je vais en prison. Mais eux, ils ont la possibilité de tuer des milliers de personnes sans jamais aller en prison, sans que jamais on ne ferme leur industrie. À votre avis, qui est criminel? Celui qui vole une boîte d'allumettes et se retrouve en prison ou celui qui tue des milliers de personnes et paye 1-2 milliards pour être en liberté? Vos déclarations font quand même peur parce qu'au quotidien, il y a de millions de personnes qui se retrouvent dans les centres hospitaliers, question de prendre des soins à base de cette industrie pharmaceutique. Comment donc expliquer que de millions de vies soient sauvées au quotidien et que vous nous dites que c'est une entreprise criminelle? Si vous perdez de vue le fait que l'industrie pharmaceutique est la plus puissante économiquement parlant sur cette terre, vous allez vous égarer. Elle a les moyens pour acheter les politiques, elle a les moyens pour acheter les médias, elle a les moyens pour acheter tout le monde afin qu'on fasse table rase sur les crimes qu'elle commet et qu'on ne l'envoie pas en prison. Je rappelle que l'industrie pharmaceutique est née il y a maximum 500 ans, avec les révolutions industrielles et l'invention des machines. Avant ça, on se soignait quoi? Comment? Avant ça, la nivaquine, les vaccins et autres n'existaient pas. On se soignait à base des plantes. Et depuis que l'industrie pharmaceutique est arrivée, on a connu un essor des médicaments à tout va. Et on a connu aussi un essor des maladies. Chaque fois, on nous invente de nouvelles maladies. Aujourd'hui, le paludisme, on ne sait pas s'il y a le vaccin ou pas. Mais à peine il y a un nouveau virus et autres là, parce qu'il faut se faire du business, le vaccin est dehors. Il faut se questionner sur tout ça pour se dire, même le diable au final peut vous apporter du bien. Mais il vous apporte un bien pour vous apporter derrière, pour vous échanger derrière, une foultitude d'autres mots dont vous ne saurez pas comment vous débattre. Justement, je voudrais poser la question au niveau du citoyen lambda, afin qu'il puisse mieux comprendre. Vous avez mal à la tête, vous prenez du paracétamol, ça soulage votre douleur, vous êtes guéri, mais vous dites vous êtes guéri, mais c'est pour le moment et plus tard, il y aura des répercussions. Monsieur Brand, quand vous prenez un médicament de synthèse pour ne pas faire la fixation sur celui-là, si vous prenez un médicament de synthèse, ils ont un but purement symptomatique, c'est-à-dire qu'ils agissent à la surface. Or, vous voulez aller à la profondeur de votre mal. Le médicament ne se demande pas
ou bien celui qui le prescrit ne se demande pas d'où vient ton mal de tête. Peut-être tu n'as pas dormi depuis 2 nuits. Peut-être tu as des problèmes. Peut-être tu es constipé. Peut-être autre chose. On doit aller à la profondeur et si tu es constipé, on te déconstipe. Et avec la levée de la constipation, le mal de tête ne reviendra plus. Ne serait-ce que pour ce symptôme-là ou bien pour cette cause-là. Vous voyez? Donc, la naturopathie s'intéresse à trouver l'origine des maux et non à calmer les symptômes. Vous voyez? Vous avez le ventre qui fait mal sur le côté droit, l'appendice est enflammé. On ne se demande pas pourquoi l'appendice est enflammé. On va te le couper. Et c'est ça que je trouve vraiment criminel et dangereux pour cette industrie-là, qui forme des gens qui, en fait, se retrouvent à l'intérieur sans comprendre, en fait, qui sont les vrais financeurs de cette industrie, quels sont leurs intérêts, et on se met dessus par vocation. Très souvent, on se rend compte après qu'on n'a pas beaucoup aidé les gens. On n'a fait que calmer des symptômes pendant des années et les gens avaient des problèmes racinaires qu'il fallait dessoucher. On n'a pas pu les aider et ils n'ont pu avoir satisfaction qu'en naturopathie. Et je rappelle qu'il n'y a pas de chiffres exacts en matière d'industrie pharmaceutique disponible en 2026, mais l'on sait quand même que ça coûte de milliers de milliards d'euros chaque année la vente des médicaments et autres outils pharmaceutiques pour pouvoir donc soulager, selon Dr Zobeu, instantanément un mal pour vous faire davantage des douleurs plus tard et peut-être pour votre vie. L'on est donc tenté de se poser cette question. Quelle est donc finalement la meilleure industrie pharmaceutique? Est-ce celle naturelle? Est-ce la médecine chinoise? Est-ce la médecine occidentale qui a pignon sur rue? Quelle est la meilleure manière de se soigner? Il est toujours important de se dire que aucun système, aucun individu ou aucune organisation ne peut être totalement noire ou mauvaise ou totalement bonne. D'accord? Il est toujours question de savoir qu'est-ce qui prévaut, qu'est-ce qui est le meilleur. Dans la médecine chinoise, on a beaucoup attiré l'acupuncture, les méridiens, les herbes, les plantes. La Chine a une culture millénaire de la naturopathie. Dans la médecine conventionnelle, aujourd'hui, qui est soi-disant occidentale, on a beaucoup attiré la levée de l'hypertension rapidement. Sur 5 minutes, si vous avez une hypertension de 22 par exemple, alors que la norme est autour de 12, la médecine conventionnelle est extrêmement efficace pour rabaisser ça rapidement. Mais de là à prescrire un médicament dont quelqu'un sera dépendant toute une vie, c'est là où je trouve qu'il y a problème. On ne doit pas manger le médicament de synthèse comme si c'était la nourriture. Parce que le premier médicament, rappelons-nous, Hippocrate le disait à 500 ans avant Jésus-Christ, que ton médicament soit ta nourriture. Et ta nourriture, ton premier médicament. Donc, s'il y a un médicament que vous prenez et que vous ne pouvez pas considérer comme votre nourriture, ça veut dire que c'est un poison pour nous. C'est à ça que j'incrimine cette velléité de cette industrie qui a investi dans les recherches pour les médicaments et qui doit avoir un retour à investissement. Sa velléité à mettre les gens sous médicaments à vie ou à prescrire des choses pour des gens qui n'en avaient pas besoin. Vous partez pour un mal de tête, vous sortez avec une foultitude de médicaments, une longue liste d'examens à faire, juste pour un simple mal de tête. Vous partez pour accoucher, on vous dit qu'il faut qu'on vous opère immédiatement parce qu'il faut doubler, tripler, voire quadrupler la facture. Ce n'est pas moi qui le dis, la société le dit. Nous avons des sœurs, des mères, des tantes et autres et des épouses qui ont été poussées à une opération alors que normalement elles pouvaient accoucher. Donc c'est cette surenchère des soins de santé qui en fait doit être rentable pour cette industrie qui a investi dans sa recherche derrière. Donc c'est ça qui pose problème à notre civilisation actuelle et qui devrait être repensé. En Orient par exemple, vous avez le choix quand vous arrivez à l'hôpital. Vous avez le choix entre la médecine conventionnelle et vous traitez par les plantes. Ça, on devrait arriver à ça. On devrait arriver à cela, c'est le cas pour beaucoup de Camerounais, pour plusieurs Africains. Malheureusement, de l'avis de plusieurs experts, la mauvaise implémentation de la médecine traditionnelle africaine est encore plus dangereuse avec l'automédication, le non-respect des posologies qui créent des insuffisances rénales, des cirrhoses de foie et bien d'autres encore, et parfois la mort.
Est-ce donc un simple argument marketing aujourd'hui pour cette industrie pharmaceutique ou alors une réalité? Tout en à croire que c'est un argument marketing parce que chaque pasteur va prêcher pour son église. Dire aujourd'hui que l'automédication ou la prise des plantes crée des problèmes rénaux et autres là, c'est connu de façon statistique que quand vous êtes sous médicament d'une maladie chronique, vous terminez par des maladies encore plus graves. Des gens qui étaient hypertendus et sous médicaments finissent 5-10 ans plus tard avec une insuffisance rénale. Ça vient d'où? On parle de néphropathie hypertensive, néphropathie diabétique, cardiopathie diabétique, rétinopathie diabétique. C'est-à-dire que le maintien d'un taux de sucre anormal pendant de longs moments affecte les autres organes, y compris ajouté avec les effets secondaires des médicaments que vous avez pris. Nous n'allons pas tirer à boulet rouge les uns sur les autres. Respectons le travail des autres et sachons qu'avant que cette industrie ne s'implante sur Terre, nous avons déjà, depuis des millénaires, eu à nous soigner avec les plantes. Donc, quel que soit ce qu'ils vont dire, que nous faisons de l'automédication, c'est normal que tu fasses de l'automédication quand tu as des plantes qui poussent sur tes pieds. Tu ne vas pas les utiliser comment? Aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens de faire la recherche sur nos plantes médicinales. On dit que nos pays sont pauvres et autres là. Qui va faire les recherches sur nos plantes médicinales? Si nous-mêmes, nous n'avons pas nous dire que je vais essayer cette plante et voir. Et de façon empirique, nous savons que tu ne commences pas à essayer une plante par des doses les plus élevées. Commence doucement. Et il y a même des plantes dans notre environnement qui ont déjà été utilisées depuis des centenaires, des millénaires par nos parents. Donc nous connaissons déjà comment les utiliser, quels sont les effets secondaires et même quelles sont à peu près les posologies. Paulin Zobé, je vois plusieurs médecins dire dans leur tête que vous racontez du n'importe quoi et que voilà, vous poussez les gens à l'automédication à travers les plantes naturelles et lorsque la situation n'est plus sous contrôle, c'est là qu'on transporte le patient à l'hôpital qui après perd la vie et on accuse cette fois-ci la médecine conventionnelle de l'avoir tué. C'est un conflit d'intérêts, vous savez, quand quelqu'un se met à insulter l'autre, à juger l'autre, c'est un conflit d'intérêts parce que tu es juge et partie, d'accord? Et évidemment, il y a des plantes pour lesquelles il faut être conseillé. Si on n'a pas été au village auprès des grands-pères qui utilisaient ça. Tu ne peux pas prendre une plante aussi puissante que l'iboga ou une plante aussi puissante que l'ikouk et autres là, tu te mets à utiliser ça. Non. Mais le moringa, par exemple, tu peux en prendre. Même le moringa lui-même, tu prends plus de 5 graines de moringa, tu mâches, tu auras un effet laxatif derrière. Tu prends plus d'une cuillère à café ou à soupe même de feuilles déshydratées de moringa, tu vas avoir des effets secondaires. Nous devons être conseillés dans l'utilisation des plantes. C'est un domaine de recherche, c'est un domaine de connaissance et de compétences. Et qui parle de compétences, parle de conseils et d'expertise. Tous ceux qui utilisent des plantes médicinales, je le dis et je le répète, doivent se faire conseiller. Je ne suis pas de ceux qui disent utiliser ça à tout va. Non. Mais il y a des plantes quand même qu'on peut utiliser sans prescription ni avis d'expert, la citronnelle. Vous m'avez servi une tasse de Mendy Maison. Faut-il respecter une posologie ou alors je peux la consommer chaque matin, chaque soir? Vous-même, si vous consommez plus de 4 grammes de Mendy Maison déshydraté en une prise, il y aura un effet laxatif derrière. Moi, par exemple, je prescris 2 grammes maximum. 2 grammes de graines de Mendy Maison déshydratées par tasse ou par infusion, moi je trouve que c'est largement suffisant. D'accord? Les études qui ont été faites dans ce sens confirment ces chiffres-là. Et c'est sur cette base-là que je dose et que je prescris le Mendy Maison, l'aubergine sauvage, à ceux qui en consomment. Vous êtes le président directeur général du groupe GBS. Vous avez à votre actif un peu plus de 200 plantes que vous avez étudiées, dont vous maîtrisez parfaitement l'usage. Comme peut en témoigner notre arrière-plan, ce sont des produits que vous avez travaillés à titre personnel et je suis donc tenté de demander quel est votre rapport, Paulin Zobé, dans
l'expansion de la médecine naturelle, vous qui êtes thérapeute? Monsieur Plan, je fais toujours tout pour ne pas parler de moi, parce que le moi est haïssable. Je laisse les autres observer et dire ce qu'ils font. Vous ne pouvez pas critiquer pour critiquer. Vous critiquez parce que vous avez fait des recherches, vous avez trouvé qu'il y a des limites et il y a votre apport. Ce n'est pas vous donner des points que de dire que vous cherchez. C'est vrai. C'est pour ça qu'avant de critiquer, avant de parler, effectivement, je me suis préparé, je me suis dit qu'est-ce que je propose. Nous avons aujourd'hui breveté une marque de médicaments traditionnels améliorés. La marque, c'est Illico. Nous l'avons breveté auprès de l'Organisation internationale pour la propriété intellectuelle. Nous avons breveté un médicament qui est un médicament de nettoyage du système cardiovasculaire et son procédé de fabrication. C'est breveté à l'OAPI. Nous avons eu aujourd'hui de nombreuses accréditations ministérielles de l'Ordre des pharmaciens du Cameroun, etc. etc. Nous avons été primés l'année dernière par l'organisme international GS1 pour la bonne traçabilité et l'excellence de nos procédés. Donc, ce sont des actifs que j'estime modestes à mon niveau, mais qui, pour moi, sont une preuve de dire qu'on ne parle pas seulement. Il y a des solutions en place. Et aujourd'hui, nous travaillons pour breveter un procédé aussi pour réguler la glycémie dans notre peuple. Réguler la glycémie et régénérer le pancréas parce que le diabète perd énormément d'argent à notre pays. Et pourtant, nous avons des plantes locales qui peuvent faire cela. Nous avons travaillé depuis près de 7 ans sur un procédé qui permet de régénérer le pancréas et réguler la glycémie chez ces patients. Donc ça, c'est entre autres ce que je pense que nous proposons, en plus de toutes les formations que nous mettons en place, communautaires comme payantes, pour que les Africains se reconnectent à leur terre, connaissent leurs plantes et améliorent leur façon de manger. Améliorer la façon de manger, on en parlera dans un instant, mais vous avez évoqué vos apports tout à l'heure. Il faut quand même donner du crédit à ce que vous faites et ça ne se limite pas à votre personne, à votre groupe. Il faut des politiques solides, structurées en la matière, tant au niveau individuel, mais qu'au niveau collectif, avec la prise de conscience des gouvernements dans les pays et sur le continent noir. Je dois avouer que la pression est forte. Nous sommes en guerre. Et cette forte industrie pharmaceutique qui dispose des milliards pour acheter qui elle veut, quel pays elle veut, et même des présidents leur sont assujettis, nos dirigeants, je trouve qu'ils sont dans des mauvais draps. Ils ont très peu de marge de manœuvre. Et donc, je peux les comprendre si certaines personnes pensent que les administrations africaines ne font rien pour protéger la pharmacopée locale et pour promouvoir les médicaments traditionnels locaux. Je peux comprendre, vu le contexte. Par exemple, vous avez des autorisations tout à fait de produits, de commercialiser, le Cameroun, ce n'est pas rien. On peut avouer que le Cameroun est assez avancé. Nous avons une division entière au ministère de la Santé publique pour les plantes et la pharmacopée locale. Le ministère de la Recherche scientifique, en travers de nombreux démembrements, compte des unités pour l'étude de nos plantes. Aujourd'hui, j'ai l'accréditation, effectivement, vous l'avez dit, du ministère de la Santé pour la production et la commercialisation ainsi que la distribution des compléments alimentaires et médicaments traditionnels améliorés. J'avoue que ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, c'est à chacun de tirer le bénéfice de ça et faire ce qu'il peut faire pour rendre nos plantes plus visibles pour notre population. Et donc, oui, le combat est rude, l'enjeu est grand. Et c'est à nous vraiment de faire face à cette guerre économique parce que nous dépensons énormément. L'Ordre des pharmaciens l'a reconnu à leur symposium l'année dernière que au moins 90% des médicaments vendus en pharmacie dans toutes les officines au Cameroun sont importés. C'est une catastrophe. Alors qu'au Nigeria, c'est le contraire. Au Nigeria, ils fabriquent la plupart des médicaments qu'ils vendent en pharmacie. Et on peut le faire. Et une bonne partie de ces médicaments sont des médicaments traditionnels améliorés. Pourquoi pas au Cameroun? Et j'essaye de donner le ton. Vous essayez de donner le ton. Pour se soigner, c'est bien. Mais avant d'arriver au volet curatif, il faut pourquoi pas voir le volet préventif. Et nous allons dans un instant poser la question à notre invité, celle de savoir si bien manger ne peut pas nous épargner de cette pharmacie, fût-elle africaine, naturelle ou occidentale.
d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différentes offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol, l'immobilier en un clic. Merci de regarder Sans Tabou sur Naya TV. Notre invité, c'est le docteur Paulin Zobeu. Il est thérapeute, microbiologiste, entre autres. Il est pluricasquetté et avec lui, nous parlons des questions de santé publique et d'alimentation. Nous évoquions tout à l'heure, docteur, le fait de se soigner. Oui, bien se soigner. On se soigne parce qu'on est malade. On peut éviter d'être malade. Et avec vous, parlons des habitudes de consommation des Camerounais avec cette question un peu banale. Est-ce que nous nous nourrissons bien au Cameroun? Ce n'est pas une fois de plus à moi de répondre. Le constat est clair. Les maladies cardiovasculaires font rage. Les AVC sont dehors. Le cancer du sein, de l'utérus, de la prostate, du pancréas, du foie font rage. Aller dans les hôpitaux, les médecins sont dépassés. Et ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas tombé du ciel. Ça part des habitudes d'hygiène de vie, de l'hygiène de vie des Camerounais, précisément de l'alimentation. Donc ça n'a rien à voir avec la sorcellerie, parce qu'aujourd'hui, lorsque vous tombez, vous êtes victime d'AVC, on dit qu'on vous a frappé. Ça, c'est un autre combat. On dit que tu n'as pas donné ta vie à Christ et que ton oncle t'en veut. Mais on se retrouve le soir au bar en train de boire les bières. On se retrouve en train de manger le cube. On se retrouve en train de manger les cadavres d'animaux grillés dans la rue, ainsi que des bourratifs, qui sont pour moi le terreau fertile pour la prolifération de toutes sortes de maladies. Donc j'estime personnellement que l'heure est grave. Les Africains se nourrissent extrêmement mal, les Camerounais en premier lieu. Et c'est pourquoi les scientifiques doivent lever le ton, et moi en premier, et j'essaye de le dire, une fois de plus, les Camerounais se nourrissent très très mal. Les Camerounais se nourrissent mal. La malnutrition est-elle liée à la conjoncture économique ou alors, à votre avis, c'est un problème d'inconscience? Ce n'est pas une question de moyens. Parce que nous avons des grands-mères dans nos villages qui avaient moins que rien, n'ont pas autant de pathologies que des jeunes dans nos contrées citadines. Nous avons des gens qui ont des milliards dans leur caisse, mais qui se retrouvent à 55 ans avec des maladies de vieux de 90 ans. Donc pour moi, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de prise de conscience. Quand on en arrive dans un pays à lyncher quelqu'un qui pointe du doigt les habitudes alimentaires, on se demande, est-ce que ce sont des drogués alimentaires? Qu'est-ce qu'ils ont contre le fait de pointer du doigt une nourriture? Qui vous a empêché de manger? Personne. Mais les gens sont tellement liés à la nourriture de façon émotionnelle que le fait d'en parler, le fait de pointer ce qu'ils aiment, les irrite au point de menacer de mort la personne qui en parle. C'est la preuve fondamentale qu'il y a un problème de conscience, il y a un problème psychologique, sociétal au sein du peuple. Nous voulons vivre comme les Blancs. C'est-à-dire chaque matin, on prend une tasse de lait, de café avec X lait concentré, bien d'autres encore. Vous vous dites ça c'est mauvais. Et plus grave encore, notre fameux BHB, le beignet haricot bouilli, vous dites que ce n'est pas bon pour la santé. C'est à chacun. Scientifiquement, expliquez-nous en quoi est-ce que c'est mauvais pour la santé. Monsieur Brand, scientifiquement... Ça fait quand même mal d'entendre ça. Je ne peux pas dire quelque chose avec des émotions. Votre mal, je le comprends, mais je ne le gère pas. Ça ne m'intéresse pas que ça vous fasse mal ou pas. Les faits sont patents. Quand vous vous écartez de ce type d'alimentation, ne serait-ce que pendant une semaine, vous sentez dans votre corps. Sur le point scientifique, sur le plan de vue scientifique, tous les effets secondaires de l'alimentation industrielle ont été documentés. Et j'ai toujours dit que
Tant que quelqu'un ne lit pas, il ne peut pas s'en sortir. D'accord. Un excellent livre de poche qui fait presque 500 pages a été publié par M. Campbell. Campbell, ça fait presque 10 ans déjà, sur une enquête mondiale sur la santé et l'alimentation. L'enquête Campbell, les aliments qui vous tuent et qui peuvent vous sauver la vie. Ils ont documenté ici les effets de l'alimentation industrielle sur la santé avec toutes les références scientifiques, Monsieur Brand. Ce n'est pas moi qui parle. J'ai étudié et j'ai décidé d'apporter à mon peuple les résultats de mes études et ce que j'ai appris. Ceux qui veulent prendre ces connaissances-là et en faire bon usage, le font. Ceux qui ne veulent pas, passent le chemin. Tôt ou tard, la réalité va les rattraper. L'alimentation industrielle, du fait qu'elle contient des conservateurs, des édulcorants et tous les produits de synthèse qu'on met à l'intérieur, lesquels produits de synthèse on ne peut pas prendre et manger directement dans la bouche, est une preuve que c'est une alimentation foncièrement poison pour l'être humain. Vous prenez une petite quantité de ces conservateurs, de ces édulcorants, dans du pain, dans du lait, dans du sucre, dans du sel, dans du cube, dans du spaghetti. À la fin de la journée, vous aurez pris une cuillère à soupe, voire une cuillère à café de cela. Chaque jour comme ça, accumulé sur vos 30 ans, 50 ans, 60 ans, comment vous n'allez pas être malade, M. Brand? Vous voyez? En plus de ça, c'est une alimentation, cette alimentation industrielle, cette alimentation a été au préalable déjà hautement chauffée. Très haute température, entre 500 et 1000 degrés. À cette température-là, vous ne pouvez avoir aucune vitalité dans l'aliment. Or, moi je le dis, nous sommes des êtres vivants. Si nous voulons être en bonne santé, nous devons manger ce qui est vivant. Comme tous les animaux dans la nature, vous ne trouverez jamais aucun singe, aucune gazelle en train de cuire son aliment pour manger. Tous mangent leurs aliments vivants. C'est fondamental, c'est du bon sens, appuyé par les résultats de la science. À vous entendre parler, on dirait qu'on est déjà tous morts. Nous sommes tous morts, puisque notre espérance de vie est très très basse. Nous avons l'espérance de vie la plus basse sur Terre en ce moment. Et personne n'en parle. Personne n'en parle. 54 ans, 55 ans. Regardez les gens qu'on enterre dans nos villages aujourd'hui. Au village, ce sont des vieux qui accueillent le cercueil des jeunes. Monsieur Brand, j'en parle avec les larmes dans le cœur. C'est une catastrophe. On ne doit pas parler de ça avec autant de légèreté. C'est sérieux. Nous devons organiser des symposiums sur l'espérance de vie au sein de notre peuple. Et comment faire pour réduire cela? Mais ça ne se fait pas parce qu'on sait que derrière, ça génère beaucoup d'argent à l'industrie pharmaceutique. Ça génère beaucoup d'intérêts financiers derrière. Et en plus, notre peuple est en guerre sournoise. Vous savez qu'aujourd'hui, tout le monde veut partir. On veut vider l'Afrique pour prendre l'Afrique. Pendant que les Africains partent au Canada, partent en Allemagne, partent partout. Et ce n'est pas les plus... Ce ne sont pas les cancres qui partent. Ce ne sont pas les cancres qui s'en vont. Ce sont les têtes, les brillantes têtes qui s'en vont. Et derrière, qu'est-ce qui reste? Des gens qu'on peut manipuler facilement, à qui on peut spolier des terres, à qui on peut spolier des mines et autres là, pour exploiter notre terre et exploiter nos richesses. Donc c'est une guerre multiforme. Donc vous estimez que le BHB est mauvais pour la santé parce que c'est chauffé à haute température. Très haute température. Tant le beignet dans la farine industrielle. Farine industrielle et le sel raffiné industriel, le sucre industriel, l'huile raffinée industrielle. Tous ces éléments industriels mis dans un conglomérat chauffé à très haute température, vous souhaitez avoir quelle santé avec tout ça, M. Brand? C'est une catastrophe. Et on mange ça de 2 ans à 90 ans, on mange ça. Comment vous allez échapper au diabète, à l'hypertension, au surpoids et au cancer? Paulin Zobeu, vous manifestez donc la gravité et la dangerosité de ce que nous consommons pour le thérapeute donc. Quel est le petit déjeuner idéal? Puisque vous nous dites que le lait est mauvais, le beignet haricot c'est mauvais. Comment on mange lorsqu'on se réveille, par exemple? Je suis déjà contre ce vocabulaire. Le mot petit déjeuner n'a pas de sens. C'est un mot industriel. Comment ça? C'est-à-dire que le mot petit déjeuner a été inventé pour nous faire consommer du lait, du pain, des sucres et des produits raffinés de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie agroalimentaire le matin. Ça n'a pas de sens. Ne donnez pas du sens au proverbe Baham qui dit que lorsque vous n'avez pas pris le petit déjeuner, vous avez économisé un peu d'argent. Et pourtant, ils ont raison. Le petit déjeuner ne devrait pas exister. Parce que quand vous dites déjeuner, ça veut dire que vous arrêtez de jeûner. Déjeuner. Or, il faut poursuivre le jeûne le matin. Il ne faut pas manger le matin. Petit déjeuner, c'est à proscrire, c'est à bannir.
Maintenant, ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont très fatigués, malades et tout ça. Je suis d'accord, ce sont des exceptions. Mais quelqu'un qui est en bonne santé, qui se lève chaque jour et qui part travailler, ne devrait pas manger le matin. Il devrait pousser son premier repas le plus loin possible, autour de midi. Et il devrait manger au plus tard à 18 h. Le simple fait de faire ça vous prémunit de nombreuses pathologies et permet même que votre corps relève sa capacité à s'auto-soigner et à s'auto-guérir. C'est extrêmement puissant. Donc il n'y a pas de petit déjeuner idéal. Il faut bannir le petit déjeuner, y compris pour les enfants. Donc je suis visiblement ou physiquement en bonne santé, je me réveille tôt le matin. Le thérapeute Zobe dit va à tes occupations et prends ton premier repas autour de midi. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Va à tes occupations. Au trop, si tu ne peux pas, bois de l'eau. Bois de l'eau. Si de l'eau ne suffit pas, prends une infusion, une tisane. Ça ne se digère pas, ça diffuse rapidement, sans besoin de te faire dépenser de l'énergie dont tu as besoin pour entamer la journée. Vos collègues médecins disent que lorsqu'on n'a pas pris de petit déjeuner, à moyen ou à long terme, on court le risque d'attraper le parce qu'ils sont formés par l'industrie industrielle, par l'industrie pharmaceutique. La formation des médecins est sous la chape de l'industrie pharmaceutique. Donc, ils ne répètent que ce que l'industrie a voulu bien qu'ils répètent. Soyons bien clairs là-dessus. Donc, je ne peux pas me mettre à juger de ce genre de paroles. Je dis ce que je pense. Maintenant, à eux de dire ce qu'ils pensent et on teste sur chacun de nous. Mange le matin tous les jours. Viens me dire comment tu te sens après une semaine. Après, tu arrêtes, tu cesses de manger. Après, tu viens me dire. Et après, tu choisis. Faites votre expérience. Je n'impose rien à personne. Je n'ai pas le monopole du savoir et de la connaissance. Je demande aux gens de tester. Si tu es diabétique, teste-la. Teste de manger entre 14 h et 18 h chaque jour. Teste. Si tu as un cancer et que tu es même sous chimiothérapie, comme ils disent, teste de faire 2 jours sans manger avant ta séance de chimiothérapie. Viens me dire. Elle va se passer mieux. Tu auras moins d'effets secondaires. Tes cheveux ne vont plus quitter. Les dents ne vont plus tomber. Naya TV est là pour éduquer les masses et le challenge est lancé. Donc, faites des expériences si vous le pouvez. Si vous êtes en bonne santé, mangez autour de midi et pas après 18 h. Et après 1-2 semaines, laissez votre avis en commentaire. Ça nous fera du bien pour savoir si ce que Paulin Zobe nous dit est réel ou pas. Cependant, d'après l'Organisation mondiale de la santé, bien manger, c'est 3 fois par jour. Matin, midi, soir. Petit déjeuner, déjeuner et dîner. Pourquoi est-ce que vous dites qu'à partir de 35 ans, puisque vous avez essayé de circonscrire cela, il faut manger une seule fois par jour? Même l'Organisation mondiale de la santé est financée par l'industrie pharmaceutique. Donc, elle est aussi plus ou moins avec les mains phagocytée, avec les mains liées. Il est très dangereux de manger 3 fois par jour. Parce que quand vous mangez 3 fois par jour, vos organes ne se reposent jamais. Or, le but de la santé, c'est de laisser ces organes se reposer. Quand vos organes se reposent, votre système est au repos, il peut faire son recette, il peut faire son nettoyage. Le système immunitaire peut se relever, la glycémie peut baisser, la tension peut se réguler et vous pouvez régénérer votre corps. Donc, il n'est pas bon de manger 3 fois par jour. D'accord? Maintenant, si l'OMS le dit, sachant aussi que ce sont les mêmes scientifiques de l'OMS qui nous ont dit qu'il fallait porter des masques à des bébés, il fallait se faire vacciner pour un quelconque virus qui décimait, entre guillemets, la population mondiale. On ne sait pas où on en est aujourd'hui. Les gens ont des effets secondaires de ces vaccins qu'ils avaient pris. Et il y a de l'omerta dessus. Certaines de ces entreprises pharmaceutiques ont commencé à être poursuivies en justice. Où est-ce qu'on en est? Et à table rase dessus, on ne publie pas dans les journaux. Donc, faisons bien attention à tout ce qu'on entend et mettons notre esprit critique devant. Okay? Il n'est pas bon de manger 3 fois par jour. Mangeons le moins possible. Surtout à l'âge de 35 ans. À partir de l'âge de 35 ans, ta vitalité baisse. Tu ne fais plus du sport comme avant. Tu n'es plus mobile comme avant. Et tu entres déjà dans le stade adulte. Et la vieillesse t'attend dans les 20 ans. Prépare ta vieillesse en préparant ton corps à être beaucoup plus fort, en fortifiant tes organes, en leur donnant le moins de travail possible. Même quand tu dois manger, mange les choses les moins complexes possibles, afin que tes organes ne souffrent pas trop pour extraire le nutriment de la matière organique. C'est extrêmement important. Quelque chose comme le pain, qui est un aliment non seulement industriel, mais hautement transformé et hautement cuit,
le corps a du mal à en extraire de la matière nutritive. Alors que l'avocat, par exemple, de l'ail, du miel, de la banane mûre, sont des choses vraiment très très simples, qui contiennent des molécules simples, qui se digèrent très facilement et qui donnent très peu de travail au corps derrière. Ce qui fait que quand vous mangez ces choses vivantes-là, votre vitalité ne baisse pas, elle est relevée. Quand vous mangez le pain, votre vitalité baisse parce que le rapport bénéfice-dépense du pain est déficitaire. Vous avez 44 ans, vous mangez combien de fois par jour? Le mois est haïssable. Mais si vous voulez, vous êtes visiblement un modèle. J'invite des gens à des séminaires. Vous ne faites pas physiquement 44 ans. On vous donnerait 28-30 ans. Je vous remercie, c'est vous qui le dites, mais les gens m'insultent en disant qu'il faut que je rase ma barbe, qu'elle est sale. Alors que c'est eux-mêmes qui sont malades et qui ont les parents diabétiques à la maison à cause des écarts de comportement et d'hygiène de vie. Je répète que lorsque vous prenez bien soin de vous, vous n'avez pas les cheveux blancs à un âge précoce. Il y a des gens qui, à 35 ans, 30 ans, ont déjà des cheveux blancs. Parce que le corps n'a plus les ressources minéralières nécessaires. Chez nous, on dit que ce sont les symptômes de la richesse. Allez voir où ils vivent. Allez voir où ils vivent. Ils sont riches à 20 ans et vivent dans des taudis avec les cheveux blancs. Donc, soyons bien, laissons les racontages, les ragots des sous-quartiers et regardons la science et regardons les faits. Parce que les faits sont têtus, on ne peut pas se tromper là-dessus. Quand vous traversez des périodes de stress intense, ça vous ruine votre corps, ça vous bouffe vos minéraux, facilement les cheveux blancs sortent. Quand vous vous nourrissez mal, vous buvez les alcools, vous mangez des aliments frits, grillés, braisés, industriels, ça vous ruine vos minéraux et vous vous retrouvez très facilement avec les cheveux blancs, avec une calvitie précoce. Si vous faites le contraire, tout cela est reversé. C'est-à-dire que la calvitie, ce n'est pas une question de crème que tu dois mettre sur la tête. C'est une question de santé à l'intérieur pour que les cheveux soient bien nourris et que le corps ait les ressources nécessaires pour faire de la kératine et d'autres molécules qui font les cheveux. C'est un scientifique qui vous parle de toute façon, un scientifique certifié, puisqu'il y a beaucoup de débats d'ailleurs sur l'expertise, la qualification des uns et des autres dans leur domaine, mais nous pouvons vous le certifier. Paulin Zobé est suffisamment formé, il a passé, je l'ai dit, plus de 7 ans en Finlande et c'est un produit de l'université de Yaoundé 1 qui est revenu au Cameroun poursuivre avec les recherches sur les plantes médicinales. Docteur Paulin Zobé, nos habitudes de consommation exigent quand même une certaine rupture et une indépendance vis-à-vis des intérêts occidentaux. Sommes-nous aujourd'hui prêts à relever ces défis? Je pense que nous sommes dans un monde aujourd'hui très globalisé et parler de rupture brusque, ce n'est pas possible. Mais je dis toujours, l'être humain est individuel et il est seul devant ses réalités. Nous devons être seuls devant notre réalité et prendre des mesures de façon individuelle. Il n'est pas question de s'associer pour dire qu'on va militer. Moi, je ne suis pas pour ça. Je ne suis pas pour les pétitions, je ne suis pas pour les partis politiques, je ne suis pas pour les pressions sur les gouvernements. Non, je suis pour une prise de conscience individuelle. Écoutez l'interview que vous êtes en train d'écouter là. Prenez, asseyez-vous, méditez-le et prenez vos décisions sur le plan personnel. Personne ne viendra vous imposer cela. Donc, ces habitudes alimentaires-là doivent être changées sur le plan de vue individuel. Et c'est ces changements individuels-là qui feront une somme de changements sociétaux qui feront que l'humanité basculera vers un côté opposé à celui vers lequel il tend là. Parce que l'heure est grave, les femmes n'accouchent plus. À 15 ans, on a les myomes, kystes et fibromes. À 30 ans, on a déjà des problèmes de faiblesse sexuelle. Alors qu'on entendait ça chez des papas de 70 ans. L'heure est grave, M. Brad. Et nous devons donc prendre conscience. Aujourd'hui, avec les difficultés de production de chloroquine, nous revenons et nous sortons par là. On a du mal à fabriquer la chloroquine. Il y a l'antivirus qui est en train de devoir revenir. Il faut que nous puissions nous préparer à faire face à tout cela. Comment aujourd'hui on travaille à valoriser davantage la médecine naturelle, le thérapeute que vous êtes? Comment on valorise ce qu'on produit et comment on Je vous remercie énormément. La chloroquine a aidé les Occidentaux, les Caucasiens, ceux qui ont le génotype et le phénotype des gens qui vivent en Europe. C'était bien pour eux.
Mais la chloroquine, pour nous qui avons la mélanine, elle n'est pas bonne pour nous. Notre chloroquine en nous, c'est le ndolin, c'est l'écouk, c'est l'artémisia, c'est le quinqueliba, c'est le nîmes. Hein? C'est toutes ces plantes-là que le Créateur nous a données. Nous n'avons pas besoin de chloroquine. La chloroquine va vous aider, va aider les caucasiens, mais elle est toxique pour nous. Elle est plus toxique pour nous que bénéfique. Nos chloroquines, c'est nos plantes médicinales. Et la guerre est aujourd'hui lancée et nous avons déjà préparé les armes de guerre. Nous avons mis tous ces produits à disposition. Et nous mettons toute cette éducation à la disposition de notre peuple. Retournez aux recettes de grand-mère. Utilisez les plantes de chez vous. Cultivez vos plantes médicinales. Et accompagnez-vous des gens qui connaissent les plantes médicinales et qui peuvent vous enseigner comment les utiliser. Si on a encore une crise telle qu'on l'a connue en 2022, 2021 avec le Covid, ce sera très grave. Et si on doit encore confiner des gens, on n'aura pas à manger et les gens, on va tomber dans des dérives sociales extrêmement graves. Le seul moyen de se sauver et de se prémunir de cela, ce sera que chacun de façon individuelle plante ses arbres à la maison. Mettre un moringa, mettre l'artémisia, mettre le quinqueliba, mettre un papayer. L'infusion de feuilles de papayer est extraordinaire. Les racines de feuilles de papayer sont extraordinaires pour la dysenterie et autres. Nous connaissons tout ça. Et en cas de troubles sociaux, il n'y a que ceux qui auront des plantes chez eux qui seront sauvés. Ce n'est pas le riz, ni le plantain, ni autre chose là qui vont vous sauver parce que ça pourrit en quelques jours. Alors que votre papayer ne pourrit pas, il est là. Votre avocatier, votre manguier ne pourrira pas. Ils peuvent vous nourrir et vous soigner jusqu'à ce que les troubles se terminent. J'en appelle donc à une prise de conscience individuelle. Faites vos réserves, plantez vos plantes à la maison. Ayez des plantes à la maison, mangez ce que vous cultivez. Ne laissez pas les produits du marché Fundi, Madagascar, Mokolo qui viennent des champs et de vos grands-parents qui cultivent son village pour acheter le riz importé. Parce que ce riz importé, tu ne sais pas comment on l'a fait. Et ces peuples qui le fabriquent sont des peuples qui nous prennent pour des esclaves, qui fouettent nos compatriotes dans les supermarchés et autres là, et qui engueulent nos dirigeants parce qu'ils estiment que nous sommes des moins que rien, parce qu'ils estiment que leurs pays sont puissants par rapport aux nôtres. Il n'y a que nous, peuples, qui pouvons agir, parce que j'estime personnellement que les dirigeants sont pieds et mains liés, même si ce sont eux parfois qui sont des bourreaux pour nous et qu'on envoie pour nous matraquer. Je pense qu'ils ne peuvent pas grand-chose. C'est une prise de position individuelle, prise de conscience individuelle qui peut nous sauver. Docteur Paulin Nzobé, merci. Je vous en prie, je vous remercie. Merci infiniment. Et lorsqu'on a été major au bac 2002 au lycée de Mendong, on ne peut être que brillant et apporter à sa façon la pierre à l'édifice pour un Cameroun, pour un monde meilleur. Et vous l'avez si bien compris, mangez bien, vous vous empoisonnez moins le corps et vous recourez moins à la pharmacie, qu'elle soit naturelle ou occidentale, et surtout vous dépensez aussi moins. Prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé cet autre numéro de Sans Tabou avec Paulin Nzobé. Merci à nos équipes techniques et rédactionnelles. On se retrouve très vite avec un autre invité sur Naya TV. Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différentes offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol, l'immobilier en un clic.